Ceci n'est pas un conte ***** extrait des œuvres complètes de Diderot, édité par Jules Aceza, 5e volume, Paris, Garnier Frères, 1875. Ceci n'est pas un conte, écrit vers 1772 publié en 1798, ce conte se trouve dans la correspondance de Grimm, sous la date d'avril 1773, mais il y est incomplet. Il y manque l'histoire de Tanier et de la Rémère, et la fin de l'histoire de Mademoiselle de la Chaux. Monsieur A. Barbier, Dictionnaire des Anonymes, a supposé que Diderot, en attribuant à Mademoiselle de la Chaux la traduction des « premiers essais de la métaphysique » de Hume, ci-après p. 321, et des essais sur l'entendement humain, p. 328, avait été trompé par sa mémoire. Il n'en est rien. Diderot a seulement, comme toujours, donné à l'ouvrage de Hume, traduit par Mademoiselle de la Chaux, un titre trop général. Il s'agit ici des Political Discourses, formant la deuxième partie des Essays. La première traduction de cette partie, Essai sur le commerce, le luxe, l'argent, Amsterdam, 1752-1753, in 12, Paris et Lyon, in 12, est bien de Mademoiselle de la Chaux. Elle contient seulement 7 des 16 discours de Hume, avec des réflexions du traducteur. L'abbé Leblanc et ensuite Mauvillon ne publièrent leurs travaux sur le même ouvrage qu'en 1754. La traduction de Mademoiselle de la Chaux des Essais économiques de Hume a pris place dans le tome 15 de la collection des principaux économistes. Mademoiselle de la Chaux mourut en 1755. Ceci n'est pas un conte. Lorsqu'on fait un conte, c'est à quelqu'un qui l'écoute, et pour peu que le conte dure, il est rare que le conteur ne soit pas interrompu quelquefois par son auditeur. Voilà pourquoi j'ai introduit dans le récit qu'on va lire, et qui n'est pas un conte, ou qui est un mauvais conte, si vous vous en doutez, un personnage qui fasse à peu près le rôle du lecteur, et je commence. Et vous concluez de là. Qu'un sujet aussi intéressant devait mettre nos têtes en l'air, défrayer pendant un mois tous les cercles de la ville, y être tourné et retourné jusqu'à l'insipidité, fournir à 1000 disputes, à 20 brochures au moins, et à quelques centaines de pièces de vers pour ou contre, et qu'en dépit de toute la finesse, de toutes les connaissances, de tout l'esprit de l'auteur, puisque son ouvrage n'a excité aucune fermentation violente, il est médiocre, et très médiocre. Mais il me semble que nous lui devons pourtant une soirée assez agréable, et que cette lecture a amené, quoi ? Une litanie d'historiettes usées qu'on se décochait de part et d'autre, et qui ne disaient qu'une chose connue de toute éternité, c'est que l'homme et la femme sont deux bêtes très malfaisantes. Cependant l'épidémie vous a gagné, et vous avez payé votre écho tout comme un autre. C'est que bon gré, mal gré qu'on en est, on se prête au ton donné, quand entrant dans une société, d'usage, on arrange à la porte d'un appartement jusqu'à sa physionomie sur celle qu'on voit, qu'on contrefait le plaisant, quand on est triste, le triste, quand on serait tenté d'être plaisant, qu'on ne veut être étranger à quoi que ce soit, que le littérateur politique, que le politique métaphysique, que le métaphysicien moralise, que le moraliste parle finance, le financier, belles lettres ou géométrie, que, plutôt que d'écouter ou se taire, chacun bavarde de ce qu'il ignore, et que tous s'ennuient par sotte vanité ou par politesse. Vous avez de l'humeur ? À mon ordinaire. Et je crois qu'il est à propos que je réserve mon historiette pour un moment plus favorable. C'est-à-dire que vous attendrez que je n'y sois pas, ce n'est pas cela. Ou que vous craignez que je n'ai moins d'indulgence pour vous, tête à tête, que je n'en aurai pour un indifférent en société. Ce n'est pas cela. Ayez donc pour agréable de me dire ce que c'est. C'est que mon historiette ne prouve pas plus que celles qui vous ont excédé. Et dites toujours. Non, non, vous en avez assez.
Savez-vous que de toutes les manières qui l'ont de me faire enrager, la vôtre m'est la plus antipathique. Et quelle est la mienne? Celle d'être prié de la chose que vous mourrez d'envie de faire. Eh bien, mon ami, je vous prie, je vous supplie de vouloir bien vous satisfaire. Me satisfaire? Commencez, pour Dieu, commencez. Je tâcherai d'être court. Cela n'en sera pas plus mal. Ici, un peu par malice, je toussais, je crachais, je développais lentement mon mouchoir, je me mouchais, j'ouvris ma tabatière, je pris une prise de tabac, et j'entendais mon homme qui disait entre ses dents, si l'histoire est courte, les préliminaires sont longs. Il me prit envie d'appeler un domestique, sous prétexte de quelque commission, mais je n'en fis rien, et je dis, il faut avouer qu'il y a des hommes bien bons, et des femmes bien méchantes. C'est ce qu'on voit tous les jours, et quelquefois sans sortir de chez soi. Après, j'ai connu une Alsacienne belle, mais belle à faire accourir les vieillards, et à arrêter tout court les jeunes gens. Et moi aussi, je l'ai connue, elle s'appelait Madame Reimer. Il est vrai. Un nouveau débarqué de Nancy, appelé Tanier, en devint éperdument amoureux. Il était pauvre, c'était un de ces enfants perdus, que la dureté des parents, qui ont une famille nombreuse, chasse de la maison, et qui se jettent dans le monde sans savoir ce qu'ils deviendront, par un instinct qui leur dit qu'ils n'y auront pas un sort pire que celui qu'ils fuient. Tanier, amoureux de Madame Reimer, exalté par une passion qui soutenait son courage et ennoblissait à ses yeux toutes ses actions, se soumettait sans répugnance aux plus pénibles et aux plus vils, pour soulager la misère de son ami. Le jour, il allait travailler sur les ports, à la chute du jour, il mendiait dans les rues. Cela était fort beau, mais cela ne pouvait durer. Aussi Tanier, las de lutter contre le besoin, ou plutôt de retenir dans l'indigence une femme charmante, obsédée d'homme à violence qui la pressait de chasser ce gueux de Tanier, ce qu'elle aurait fait 15 jours, un mois plus tard. Et d'accepter leur richesse, résolue de la quitter, et d'aller tenter la fortune au loin. Il sollicite, il obtient son passage sur un vaisseau du roi. Le moment de son départ est venu. Il va prendre congé de Madame Reimer. Mon ami, lui dit-il, je ne saurais abuser plus longtemps de votre tendresse. J'ai pris mon parti, je m'en vais point, vous vous en allez, oui, et où allez-vous, aux îles? Vous êtes digne d'un autre sort, et je ne saurais l'éloigner plus longtemps, le bon Tanier. Et que voulez-vous que je devienne, la traîtresse? Vous êtes environné de gens qui cherchent à vous plaire. Je vous rends vos promesses, je vous rends vos serments. Voyez celui d'entre ces prétendants qui vous est le plus agréable, acceptez-le, c'est moi qui vous en conjure. Ah! Tanier, c'est vous qui me proposez, je vous dispense de la pantomime de Madame Reimer. Je la vois, je la sais. En m'éloignant, la seule grâce que j'exige de vous, c'est de ne former aucun engagement qui nous sépare à jamais. Jurez-le-moi, ma belle amie. Quelle que soit la contrée de la terre que j'habiterai, il faudra que j'y sois bien malheureux s'il se passe une année sans vous donner des preuves certaines de mon tendre attachement. Ne pleurez pas, elles pleurent toutes quand elles veulent. Et ne combattez pas un projet que les reproches de mon cœur m'ont enfin inspiré, et auxquels ils ne tarderont pas à me ramener point. Et voilà Tanier parti pour Saint-Domingue. Et parti tout à temps pour Madame Reimer et pour lui. Qu'en savez-vous? Je sais, tout aussi bien qu'on le peut savoir, que quand Tanier lui conseilla de faire un choix, il était fait. Bon. Continuez votre récit. Tanier avait de l'esprit et une grande aptitude aux affaires. Il ne tarda pas d'être connu. Il entra au conseil souverain du capitaine, il s'y distingua par ses lumières et par son équité. Il n'ambitionnait pas une grande fortune, il ne la désirait qu'honnête et rapide. Chaque année, il en envoyait une portion à Madame Reimer.
Il revint au bout de 9 à 10 ans. Non, je ne crois pas que son absence ait été plus longue. Présentait à son ami un petit portefeuille qui renfermait le produit de ses vertus et de ses travaux, et heureusement pour Tanier, ce fut au moment où elle venait de se séparer du dernier des successeurs de Tanier. Du dernier? Oui. Il en avait donc eu plusieurs. Assurément. Allez, allez. Mais je n'ai peut-être rien à vous dire que vous ne sachiez mieux que moi. Qu'importe, allez toujours. Madame Rémer et Tanier occupaient un assez beau logement rue Sainte-Marguerite, à ma porte. Je faisais grand cas de Tanier, et je fréquentais sa maison, qui était, sinon opulente, du moins fort aisée. Je puis vous assurer, moi, sans avoir compté avec la Rémer, qu'elle avait mieux de 15 000 livres de rente avant le retour de Tanier. À qui elle dissimulait sa fortune? Oui. Et pourquoi? C'est qu'elle était avare et rapace. Passe pour rapace, mais avare. Une courtisane avare. Il y avait 5 à 6 ans que ces deux amants vivaient dans la meilleure intelligence, grâce à l'extrême finesse de l'une et à la confiance sans borne de l'autre. Oh! Il est vrai qu'il était impossible à l'ombre d'un soupçon d'entrer dans une âme aussi pure que celle de Tanier. La seule chose dont je me sois quelquefois aperçu, c'est que Madame Rémer avait bientôt oublié sa première indigence, qu'elle était tourmentée de l'amour du faste et de la richesse, qu'elle était humiliée qu'une aussi belle femme allât à pied. Que n'allait-elle en carrosse? Et que l'éclat du vice lui en dérobait la bassesse. Vous riez? Ce fut alors que M. de Maurepas informa le projet d'établir au nord une maison de commerce. Le succès de cette entreprise demandait un homme actif et intelligent. Il jeta les yeux sur Tanier, à qui il avait confié la conduite de plusieurs affaires importantes pendant son séjour au Cap, et qui s'en était toujours acquitté à la satisfaction du ministre. Tanier fut désolé de cette marque de distinction. Il était si content, si heureux à côté de sa belle amie. Il aimait, il était où il se croyait aimé. C'est bien dit. Qu'est-ce que l'or pouvait ajouter à son bonheur? Rien. Cependant le ministre insistait. Il fallait se déterminer, il fallait s'ouvrir à Madame Rémer. J'arrivai chez lui précisément sur la fin de cette scène fâcheuse. Le pauvre Tanier fondait en larmes. Qu'avez-vous donc, lui dis-je, mon ami? Il me dit en sanglotant, c'est cette femme. Madame Rémer travaillait tranquillement à un métier de tapisserie. Tanier se leva brusquement et sortit. Je restai seul avec son amie, qui ne me laissa pas ignorer ce qu'elle qualifiait de la déraison de Tanier. Elle m'exagéra la modicité de son état, elle mit à son plaidoyer tout l'art dont un esprit délié sait pallier les sophismes de l'ambition. De quoi s'agit-il? D'une absence de 2 ou 3 ans au plus point. C'est bien du temps pour un homme que vous aimez et qui vous aime autant que lui. Lui, il m'aime. S'il m'aimait, balancerait-il à me satisfaire, mais, madame, que ne le suivez-vous, moi? Je ne vais point là, et tout extravagant qu'il est, il ne s'est point avisé de me le proposer. Doutez-il de moi? Je n'en crois rien. Point. Après l'avoir attendu pendant 12 ans, il peut bien s'en reposer 2 ou 3 sur ma bonne foi. Monsieur, c'est que c'est une de ces occasions singulières qui ne se présentent qu'une fois dans la vie, et je ne veux pas qu'il ait un jour à se repentir et à me reprocher peut-être de l'avoir manqué. Tanier ne regrettera rien, tant qu'il aura le bonheur de vous plaire. Cela est fort honnête, mais soyez sûr qu'il sera très content d'être riche quand je serai vieille. Le travers des femmes est de ne jamais penser à l'avenir, ce n'est pas le mien. Le ministre était à Paris. De la rue Sainte-Marguerite à son hôtel, il n'y avait qu'un pas. Tanier y était allé, et s'était engagé. Il rentra l'œil sec, mais l'âme serrée. Madame, lui dit-il, j'ai vu Monsieur de Maurepas, il a ma parole.
je m'en irai, et vous serez satisfaite. Mon ami. Madame Reimer écarte son métier, s'élance vers Tanier, jette ses bras autour de son cou, l'accable de caresses et de propos doux. Ah! C'est pour cette fois que je vois que je vous suis cher. Tanier lui répondait froidement, vous voulez être riche. Elle l'était, la coquine, 10 fois plus qu'elle ne méritait. Et vous le serez. Puisque c'est l'or que vous aimez, il faut aller vous chercher de l'or. C'était le mardi, et le ministre avait fixé son départ au vendredi, sans délai. J'allais lui faire mes adieux au moment où il luttait avec lui-même, où il tâchait de s'arracher des bras de la belle, indigne et cruelle Reimer. C'était un désordre d'idées, un désespoir, une agonie, dont je n'ai jamais vu un second exemple. Ce n'était pas de la plainte, c'était un long cri. Madame Reimer était encore au lit. Il tenait une de ses mains. Il ne cessait de dire et de répéter, cruelle femme. Femme cruelle. Que te faut-il de plus que l'aisance dont tu jouis, et un ami, un amant tel que moi? J'ai été lui chercher la fortune dans les contrées brûlantes de l'Amérique, elle veut que j'aille la lui chercher encore au milieu des glaces du Nord. Mon ami, je sens que cette femme est folle, je sens que je suis un insensé, mais il m'est moins affreux de mourir que de la contrister. Tu veux que je te quitte, je vais te quitter. Il était à genoux au bord de son lit, la bouche collée sur sa main et le visage caché dans les couvertures, qui, en étouffant son murmure, ne le rendaient que plus triste et plus effrayant. La porte de la chambre s'ouvrit, il releva brusquement la tête, il vit le postillon qui venait lui annoncer que les chevaux étaient à la chaise. Il fit un cri, et recacha son visage sur les couvertures. Après un moment de silence, il se leva, il dit à son ami, « Embrassez-moi, madame, embrasse-moi encore une fois, car tu ne me verras plus. » Son pressentiment n'était que trop vrai. Il partit. Il arriva à Pétersbourg, et, 3 jours après, il fut attaqué d'une fièvre dont il mourut le 4e. Je savais tout cela. Vous avez peut-être été un des successeurs de Tanier. Vous l'avez dit, et c'est avec cette belle abominable que j'ai dérangé mes affaires. Ce pauvre Tanier. Il y a des gens dans le monde qui vous diront que c'est un sot. Je ne le défendrai pas, mais je souhaiterais au fond de mon cœur que leur mauvais destin les adresse à une femme aussi belle et aussi artificieuse que Madame Reimer. Vous êtes cruel dans vos vengeances. Et puis, s'il y a des femmes méchantes et des hommes très bons, il y a aussi des femmes très bonnes et des hommes très méchants, et ce que je vais ajouter n'est pas plus un conte d'eux que ce qui précède. J'en suis convaincu. Monsieur d'Hérouville, celui qui vit encore. Le lieutenant général des armées du roi. Celui qui épousa cette charmante créature appelée Lolotte III. Lui-même. C'est un galant homme, ami des sciences et des savants. Il s'est longtemps occupé d'une histoire générale de la guerre dans tous les siècles et chez toutes les nations. Le projet est vaste. Pour le remplir, il avait appelé autour de lui quelques jeunes gens d'un mérite distingué, tels que M. de Montuclas V, l'auteur de l'histoire des mathématiques. Diable! En avait-il beaucoup de cette force-là? Mais celui qui se nommait Gardeil, le héros de l'aventure que je vais vous raconter, ne lui cédait guère dans sa partie. Une fureur commune pour l'étude de la langue grecque commença, entre Gardeil et moi, une liaison que le temps, la réciprocité des conseils, le goût de la retraite, et surtout la facilité de se voir, conduisirent à une assez grande intimité. Vous demeuriez alors à l'Estrapade. Lui, rue Saint-Hyacinthe, et son amie, Mademoiselle de la Chaux, place Saint-Michel. Je la nomme de son propre nom, parce que la pauvre malheureuse n'est plus,
parce que sa vie ne peut que l'honorer dans tous les esprits bienfaits et lui mériter l'admiration, les regrets et les larmes de ceux que la nature aura favorisés ou punis d'une petite portion de la sensibilité de son âme. Mais votre voix s'entrecoupe, et je crois que vous pleurez. Il me semble encore que je vois ses grands yeux noirs, brillants et doux, et que le son de sa voix touchante retentisse dans mon oreille et trouble mon cœur. Créature charmante. Créature unique. Tu n'es plus. Il y a près de 20 ans que tu n'es plus, et mon cœur se serre encore à ton souvenir. Vous l'avez aimé? Non. Au Lachaud? Au Gardeil? Vous fûtes l'un et l'autre deux prodiges, vous, de la tendresse de la femme, vous, de l'ingratitude de l'homme. Mademoiselle de Lachaud était d'une famille honnête. Elle quitta ses parents pour se jeter entre les bras de Gardeil. Gardeil n'avait rien, Mademoiselle de Lachaud jouissait de quelques biens, et ce bien fut entièrement sacrifié aux besoins et aux fantaisies de Gardeil. Elle ne regretta ni sa fortune dissipée, ni son honneur flétri. Son amant lui tenait lieu de tout. Ce Gardeil était donc bien séduisant, bien aimable. Point du tout. Un petit homme bourru, taciturne et caustique, le visage sec, le teint basané, en tout, une figure mince et chétive, laid, si un homme peut l'être avec la physionomie de l'esprit. Et voilà ce qui avait renversé la tête à une fille charmante. Et cela vous surprend. Toujours? Vous? Moi? Mais vous ne vous rappelez donc plus votre aventure avec la Deschamps et le profond désespoir où vous tombâtes lorsque cette créature vous ferma sa porte. Laissons cela, continuez. Je vous disais, elle est donc bien belle. Et vous me répondiez tristement, non point elle a donc bien de l'esprit, c'est une sotte point ce sont donc ses talents qui vous entraînent, elle n'en a qu'un point et ce rare, ce sublime, ce merveilleux talent, c'est de me rendre plus heureux entre ses bras que je ne le fus jamais entre les bras d'aucune autre femme point. Mais Mademoiselle de Lachaud, l'honnête, la sensible Mademoiselle de Lachaud se promettait secrètement, d'instinct, à son insu, le bonheur que vous connaissiez, et qui vous faisait dire de la Deschamps, si cette malheureuse, si cette infâme s'obstine à me chasser de chez elle, je prends un pistolet, et je me brise la cervelle dans son antichambre point. L'avez-vous dit, ou non? Je l'ai dit, et même à présent, je ne sais pourquoi je ne l'ai pas fait. Convenez donc. Je conviens de tout ce qu'il vous plaira. Mon ami, le plus sage d'entre nous est bien heureux de n'avoir pas rencontré la femme belle ou laide, spirituelle ou sotte, qui l'aurait rendu fou à enfermer aux petites maisons. Plaignons beaucoup les hommes, blâmons-les sobrement, regardons nos années passées comme autant de moments dérobés à la méchanceté qui nous suit, et ne pensons jamais qu'en tremblant à la violence de certains attraits de nature, surtout pour les âmes chaudes et les imaginations ardentes. L'étincelle qui tombe fortuitement sur un baril de poudre ne produit pas un effet plus terrible. Le doigt prêt à secouer sur vous ou sur moi cette fatale étincelle est peut-être levé. Monsieur d'Hérouville, jaloux d'accélérer son ouvrage, excédait de fatigue ses coopérateurs. La santé de Gardeil en fut altérée. Pour alléger sa tâche, Mademoiselle de Lachaud apprit l'hébreu, et tandis que son amie reposait, elle passait une partie de la nuit à interpréter et transcrire des lambeaux d'auteurs hébreux. Le temps de dépouiller les auteurs grecs arriva, Mademoiselle de Lachaud se hâta de se perfectionner dans cette langue dont elle avait déjà quelque teinture, et tandis que Gardeil dormait elle était occupée à traduire et à copier des passages de Xénophon et de Thucydide. À la connaissance du grec et de l'hébreu, elle joignit celle de l'italien et de l'anglais. Elle posséda l'anglais au point de rendre en français les premiers essais de la métaphysique de Hume, ouvrage où la difficulté de la matière ajoutait infiniment à celle de l'idiome. Lorsque l'étude avait épuisé ses forces, elle s'amusait à graver de la musique. Lorsqu'elle craignait que l'ennui ne s'emparât de son amant, elle chantait.
Je n'exagère rien, Jean atteste Monsieur le Camus, docteur en médecine, qui l'a consolé dans ses peines et secouru dans son indigence, qui lui a rendu les services les plus continus, qui l'a suivi dans un grenier où sa pauvreté l'avait relégué, et qui lui a fermé les yeux quand elle est morte. Mais j'oublie un de ses premiers malheurs, c'est la persécution qu'elle eut à souffrir d'une famille indignée d'un attachement public et scandaleux. On employa et la vérité et le mensonge, pour disposer de sa liberté d'une manière infamante. Ses parents et les prêtres la poursuivirent de quartier en quartier, de maison en maison, et la réduisirent plusieurs années à vivre seule et cachée. Elle passait les journées à travailler pour Gardeil. Nous lui apparaissions la nuit, et à la présence de son amant, tout son chagrin, toute son inquiétude était évanouie. Quoi ? Jeune, pusillanime, sensible au milieu de tant de traverses, elle était heureuse. Heureuse ? Oui, elle ne cessa de l'être que quand Gardeil fut ingrat. Mais il est impossible que l'ingratitude ait été la récompense de tant de qualités rares, tant de marques de tendresse, tant de sacrifices de toute espèce. Vous vous trompez, Gardeil fut ingrat. Un jour, mademoiselle de la Chaux se trouva seule dans ce monde, sans honneur, sans fortune, sans appui. Je vous en impose, je lui restai pendant quelque temps. Le docteur Le Camus lui resta toujours. Oh les hommes, les hommes. De qui parlez-vous? De Gardeil. Vous regardez le méchant, et vous ne voyez pas tout à côté l'homme de bien. Ce jour de douleur et de désespoir, elle accourut chez moi. C'était le matin. Elle était pâle comme la mort. Elle ne savait son sort que de la veille, et elle offrait l'image des longues souffrances. Elle ne pleurait pas, mais on voyait qu'elle avait beaucoup pleuré. Elle se jeta dans un fauteuil, elle ne parlait pas, elle ne pouvait parler, elle me tendait les bras, et en même temps elle poussait des cris. Qu'est-ce qu'il y a, lui dis-je. Est-ce qu'il est mort, Seppi, il ne m'aime plus, il m'abandonne, allez donc. Je ne saurais, je la vois, je l'entends, et mes yeux se remplissent de pleurs. Il ne vous aime plus, non point il vous abandonne, et... Oui. Après tout ce que j'ai fait. Monsieur, ma tête s'embarrasse, ayez pitié de moi, ne me quittez pas. Surtout ne me quittez pas. En prononçant ces mots, elle m'avait saisi le bras, qu'elle me serrait fortement, comme s'il y avait eu près d'elle quelqu'un qui la menaçât de l'arracher et de l'entraîner. Ne craignez rien, mademoiselle. Je ne crains que moi. Que faut-il faire pour vous? D'abord, me sauver de moi-même. Il ne m'aime plus. Je le fatigue. Je l'excède. Je l'ennuie. Il me hait. Il m'abandonne. Il me laisse. Il me laisse. À ce mot répété succéda un silence profond, et à ce silence, des éclats d'un rire convulsif plus effrayant 1000 fois que les accents du désespoir ou le râle de l'agonie. Ce furent ensuite des pleurs, des cris, des mots inarticulés, des regards tournés vers le ciel, des lèvres tremblantes, un torrent de douleur qu'il fallait abandonner à son cours, ce que je fis, et je ne commençai à m'adresser à sa raison, que quand je vis son âme brisée et stupide. Alors je repris, il vous hait, il vous laisse. Et qui est-ce qui vous l'a dit, lui? Allons, mademoiselle, un peu d'espérance et de courage. Ce n'est pas un monstre, vous ne le connaissez pas, vous le connaîtrez. C'est un monstre comme il n'y en a point, comme il n'y en eut jamais. Je ne saurais le croire. Vous le verrez. Est-ce qu'il est ailleurs? Non. Ne lui avez-vous donné aucun soupçon, aucun mécontentement, aucun. Qu'est-ce donc, mon inutilité? Je n'ai plus rien. Je ne suis plus bonne à rien. Son ambition, il a toujours été ambitieux.
la perte de ma santé, celle de mes charmes, j'ai tant souffert et tant fatigué, l'ennui, le dégoût. On cesse d'être amant, mais on reste ami. Je suis devenu un objet insupportable, ma présence lui pèse, ma vue l'afflige et le blesse. Si vous saviez ce qu'il m'a dit. Oui, monsieur, il m'a dit que s'il était condamné à passer 24 heures avec moi, il se jetterait par les fenêtres. Mais cette aversion n'est pas l'ouvrage d'un moment. Que sais-je? Il est naturellement si dédaigneux, si indifférent, si froid. Il est si difficile de lire au fond de ses âmes. Et l'on a tant de répugnance à lire son arrêt de mort. Il me l'a prononcé, et avec quelle dureté, je n'y conçois rien. J'ai une grâce à vous demander, et c'est pour cela que je suis venu, me l'accorderez-vous, quelle qu'elle soit? Écoutez. Il vous respecte, vous savez tout ce qu'il me doit. Peut-être rougira-t-il de se montrer à vous tel qu'il est. Non, je ne crois pas qu'il en ait le front ni la force. Je ne suis qu'une femme, et vous êtes un homme. Un homme tendre, honnête et juste en impose. Vous lui en imposerez? Donnez-moi le bras, et ne refusez pas de m'accompagner chez lui. Je veux lui parler devant vous. Qui sait ce que ma douleur et votre présence pourront faire sur lui? Vous m'accompagnerez, très volontiers. Allons, je crains bien que sa douleur et sa présence n'y fassent que de l'eau claire. Le dégoût. C'est une terrible chose que le dégoût en amour, et d'une femme. J'envoyai chercher une chaise à porteur, car elle n'était guère en état de marcher. Nous arrivons chez Gardeil, à cette grande maison neuve, la seule qu'il y ait à droite dans la rue Hyacinthe, en entrant par la place Saint-Michel. Là, les porteurs arrêtent, ils ouvrent. J'attends. Elle ne sort point. Je m'approche, et je vois une femme saisie d'un tremblement universel, ses dents se frappaient comme dans le frisson de la fièvre, ses genoux se battaient l'un contre l'autre. Un moment, monsieur, je vous demande pardon, je ne saurais. Que vais-je faire là? Je vous aurais dérangé de vos affaires inutilement, j'en suis fâché, je vous demande pardon. Cependant je lui tendais le bras. Elle le prit, elle essaya de se lever, elle ne le put. Encore un moment, monsieur, me dit-elle, je vous fais peine, vous pâtissez de mon état. Enfin elle se rassura un peu, et en sortant de la chaise, elle ajouta tout bas, il faut entrer, il faut le voir. Que sait-on? J'y mourrai peut-être. Voilà la cour traversée, nous voilà à la porte de l'appartement, nous voilà dans le cabinet de Gardeil. Il était à son bureau, en robe de chambre, en bonnet de nuit. Il me fit un salut de la main, et continua le travail qu'il avait commencé. Ensuite il vint à moi, et me dit, convenez, monsieur, que les femmes sont bien incommodes. Je vous fais 1000 excuses des extravagances de mademoiselle. Puis s'adressant à la pauvre créature, qui était plus morte que vive, mademoiselle, lui dit-il, que prétendez-vous encore de moi? Il me semble qu'après la manière nette et précise dont je me suis expliqué, tout doit être fini entre nous. Je vous ai dit que je ne vous aimais plus, je vous l'ai dit seul à seul, votre dessein est apparemment que je vous le répète devant monsieur, eh bien, mademoiselle, je ne vous aime plus. L'amour est un sentiment éteint dans mon cœur pour vous, et j'ajouterai, si cela peut vous consoler, pour toute autre femme. Mais apprenez-moi pourquoi vous ne m'aimez plus, je l'ignore, tout ce que je sais, c'est que j'ai commencé sans savoir pourquoi, que j'ai cessé sans savoir pourquoi, et que je sens qu'il est impossible que cette passion revienne. C'est une gourme que j'ai jetée, et dont je me crois et me félicite d'être parfaitement guérie. Quels sont mes torts? Vous n'en avez aucun. Auriez-vous quelque objection secrète à faire à ma conduite?
pas la moindre, vous avez été la femme la plus constante, la plus honnête, la plus tendre qu'un homme pût désirer. Ai-je omis quelque chose qu'il fût en mon pouvoir de faire? Rien. Ne vous ai-je pas sacrifié mes parents? Il est vrai. Ma fortune. J'en suis au désespoir. Ma santé, cela se peut. Mon honneur, ma réputation, mon repos, tout ce qu'il vous plaira. Et je te suis odieuse. Cela est dur à dire, dur à entendre, mais puisque cela est, il faut en convenir. Je lui suis odieuse. Je le sens, et ne m'en estime pas davantage. Odieuse. Ah! Dieu! À ces mots une pâleur mortelle se répandit sur son visage, ses lèvres se décolorèrent, les gouttes d'une sueur froide, qui se formait sur ses joues, se mêlaient aux larmes qui descendaient de ses yeux, ils étaient fermés, sa tête se renversa sur le dos de son fauteuil, ses dents se serrèrent, tous ses membres tressaillaient, à ce tressaillement succéda une défaillance qui me parut l'accomplissement de l'espérance qu'elle avait conçue à la porte de cette maison. La durée de cet état acheva de m'effrayer. Je lui ôtai son mantelet, je desserrai les cordons de sa robe, je relâchai ceux de ses jupons, et je lui jetai quelques gouttes d'eau fraîche sur le visage. Ses yeux se rouvrirent à demi, il se fit entendre un murmure sourd dans sa gorge, elle voulait prononcer « Je lui suis odieuse », et elle n'articulait que les dernières syllabes du mot, puis elle poussait un cri aigu. Ses paupières s'abaissaient, et l'évanouissement reprenait. Gardeil, froidement assis dans son fauteuil, son coude appuyé sur la table et sa tête appuyée sur sa main, la regardait sans émotion, et me laissait le soin de la secourir. Je lui dis à plusieurs reprises, « Mais, monsieur, elle se meurt, il faudrait appeler ». Il me répondit en souriant et haussant les épaules, « Les femmes ont la vie dure, elles ne meurent pas pour si peu, ce n'est rien, cela se passera. Vous ne les connaissez pas, elles font de leur corps tout ce qu'elles veulent, elles se meurent, vous dis-je. » En effet, son corps était comme sans force et sans vie, il s'échappait de dessus son fauteuil, et elle serait tombée à terre de droite ou de gauche, si je ne l'avais retenue. Cependant Gardeil s'était levé brusquement, et en se promenant dans son appartement, il disait d'un ton d'impatience et d'humeur, « Je me serais bien passé de cette maussade scène, mais j'espère bien que ce sera la dernière. À qui diable en veut cette créature? Je l'ai aimée, je me battrais la tête contre le mur qu'il n'en serait ni plus ni moins. Je ne l'aime plus, elle le sait à présent, ou elle ne le saura jamais. Tout est dit, non, monsieur, tout n'est pas dit. » Quoi? Vous croyez qu'un homme de bien n'a qu'à dépouiller une femme de tout ce qu'elle a, et la laisser? Que voulez-vous que je fasse? Je suis aussi gueux qu'elle. Ce que je veux que vous fassiez? Que vous associez votre misère à celle où vous l'avez réduite. Cela vous plaît à dire. Elle n'en serait pas mieux, et j'en serais beaucoup plus mal. En useriez-vous ainsi avec un ami qui vous aurait tout sacrifié? Un ami. Un ami. Je n'ai pas grande foi aux amis, et cette expérience m'a appris à n'en avoir aucune aux passions. Je suis fâché de ne l'avoir pas su plus tôt. Et il est juste que cette malheureuse soit la victime de l'erreur de votre cœur. Et qui vous a dit qu'un mois, un jour plus tard, je ne l'aurais pas été, moi, tout aussi cruellement, de l'erreur du sien, qui me l'a dit. Tout ce qu'elle a fait pour vous, et l'état où vous la voyez. Ce qu'elle a fait pour moi. Oh! Pardieu, il est acquitté de reste par la perte de mon temps. Monsieur Gardeil, quelle comparaison de votre temps et de toutes les choses sans prix que vous lui avez enlevées, je n'ai rien fait, je ne suis rien, j'ai 30 ans, il est temps ou jamais de penser à soi, et d'apprécier toutes ces fadaises-là ce qu'elles valent. Cependant la pauvre demoiselle était un peu revenue à elle-même. À ces derniers mots, elle reprit avec assez de vivacité, qu'a-t-il dit de la perte de son temps? J'ai appris 4 langues, pour le soulager dans ses travaux, j'ai lu 1000 volumes, j'ai écrit, traduit, copié les jours et les nuits, j'ai épuisé mes forces, usé mes yeux,
brûler mon sang, j'ai contracté une maladie fâcheuse, dont je ne guérirai peut-être jamais. La cause de son dégoût, il n'ose l'avouer, mais vous allez la connaître point. À l'instant elle arrache son fichu, elle sort un de ses bras de sa robe, elle met son épaule à nu, et, me montrant une tache érisipellateuse, la raison de son changement, la voilà, me dit-elle, la voilà, voilà l'effet des nuits que j'ai veillées. Il arrivait le matin avec ses rouleaux de parchemin. Monsieur d'Hérouville, me disait-il, est très pressé de savoir ce qu'il y a là-dedans, il faudrait que cette besogne fût faite demain, et elle l'était. Dans ce moment, nous entendîmes le pas de quelqu'un qui s'avançait vers la porte, c'était un domestique qui annonçait l'arrivée de monsieur d'Hérouville. Gardeil en pâlit. J'invitai mademoiselle de la Chaux à se rajuster et à se retirer. Non, dit-elle, non, je reste. Je veux démasquer l'indigne. J'attendrai monsieur d'Hérouville, je lui parlerai point. Et à quoi cela servira-t-il? À rien, me répondit-elle, vous avez raison point, demain vous en seriez désolé. Laissez-lui tous ses torts, c'est une vengeance digne de vous point, mais est-elle digne de lui? Est-ce que vous ne voyez pas que cet homme-là naît? Partons, monsieur, partons vite, car je ne puis répondre ni de ce que je ferai, ni de ce que je dirai. Mademoiselle de la Chaux répara en un clin d'œil le désordre que cette scène avait mis dans ses vêtements, s'élança comme un trait hors du cabinet de Gardeil. Je la suivis, et j'entendis la porte qui se fermait sur nous avec violence. Depuis, j'ai appris qu'on avait donné son signalement au portier. Je la conduisis chez elle, où je trouvai le docteur Le Camus, qui nous attendait. La passion qu'il avait prise pour cette jeune fille différait peu de celle qu'elle ressentait pour Gardeil. Je lui fis le récit de notre visite, et tout à travers les signes de sa colère, de sa douleur, de son indignation, il n'était pas trop difficile de démêler sur son visage que votre peu de succès ne lui déplaisait pas trop. Il est vrai. Voilà l'homme. Il n'est pas meilleur que cela. Cette rupture fut suivie d'une maladie violente, pendant laquelle le bon, l'honnête, le tendre et délicat docteur lui rendait des soins qu'il n'aurait pas eus pour la plus grande dame de France. Il venait 3, 4 fois par jour. Tant qu'il y eut du péril, il coucha dans sa chambre, sur un lit de sangle. C'est un bonheur qu'une maladie dans les grands chagrins. En nous rapprochant de nous, elle écarte le souvenir des autres. Et puis c'est un prétexte pour s'affliger sans indiscrétion et sans contrainte. Cette réflexion, juste d'ailleurs, n'était pas applicable à mademoiselle de la Chaux. Pendant sa convalescence, nous arrangeâmes l'emploi de son temps. Elle avait de l'esprit, de l'imagination, du goût, des connaissances, plus qu'il n'en fallait pour être admise à l'Académie des inscriptions. Elle nous avait tant et tant entendu métaphysiquer, que les matières les plus abstraites lui étaient devenues familières, et sa première tentative littéraire fut la traduction des essais sur l'entendement humain, de Hume. Je la révis, et, en vérité, elle m'avait laissé bien peu de choses à rectifier. Cette traduction fut imprimée en Hollande et bien accueillie du public. Ma lettre sur les sourds et muets parut presque en même temps. Quelques objections très fines qu'elle me proposa donnèrent lieu à une addition qui lui fut dédiée 6. Cette addition n'est pas ce que j'ai fait de plus mal. La gaieté de mademoiselle de la Chaux était un peu revenue. Le docteur nous donnait quelquefois à manger, et ses dîners n'étaient pas trop tristes. Depuis l'éloignement de Gardeil, la passion de Le Camus avait fait de merveilleux progrès. Un jour, à table, au dessert, qu'il s'en expliquait avec toute l'honnêteté, toute la sensibilité, toute la naïveté d'un enfant, toute la finesse d'un homme d'esprit, elle lui dit, avec une franchise qui me plut infiniment, mais qui déplaira peut-être à d'autres, « Docteur, il est impossible que l'estime que j'ai pour vous s'accroisse jamais.
Je suis comblé de vos services, et je serais aussi noir que le monstre de la rue Hyacinthe, si je n'étais pénétré de la plus vive reconnaissance. Votre tour d'esprit me plaît, on ne saurait davantage. Vous me parlez de votre passion avec tant de délicatesse et de grâce, que je serais, je crois, fâché que vous ne m'en parlassiez plus. La seule idée de perdre votre société ou d'être privé de votre amitié suffirait pour me rendre malheureuse. Vous êtes un homme de bien, s'il en fut jamais. Vous êtes d'une bonté et d'une douceur de caractère incomparables. Je ne crois pas qu'un cœur puisse tomber en de meilleures mains. Je prêche le mien du matin au soir en votre faveur, mais à beau prêcher qui n'a envie de bien faire. Je n'en avance pas davantage. Cependant vous souffrez, et j'en ressens une peine cruelle. Je ne connais personne qui soit plus digne que vous du bonheur que vous sollicitez, et je ne sais ce que je n'oserais pas pour vous rendre heureux. Tout le possible, sans exception. Tenez, docteur, j'irai, oui, j'irai jusqu'à coucher, jusque-là inclusivement. Voulez-vous coucher avec moi? Vous n'avez qu'à dire. Voilà tout ce que je puis faire pour votre service, mais vous voulez être aimé, et c'est ce que je ne saurais point. Le docteur l'écoutait, lui prenait la main, la baisait, la mouillait de ses larmes, et moi, je ne savais si je devais rire ou pleurer. Mademoiselle de la Chaux connaissait bien le docteur, et le lendemain que je lui disais, « Mais, mademoiselle, si le docteur vous eût prise au mot, elle me répondit, j'aurais tenu ma parole, mais cela ne pouvait arriver, mes offres n'étaient pas de nature à pouvoir être acceptées par un homme tel que lui, pourquoi non ? Il me semble qu'à la place du docteur, j'aurais espéré que le reste viendrait après. Oui, mais à la place du docteur, mademoiselle de la Chaux ne vous aurait pas fait la même proposition. La traduction de Hume ne lui avait pas rendu grand argent. Les Hollandais impriment tant qu'on veut, pourvu qu'ils ne paient rien. Heureusement pour nous, car, avec les entraves qu'on donne à l'esprit, s'ils s'avisent une fois de payer les auteurs, ils attireront chez eux tout le commerce de la librairie. Nous lui conseillâmes de faire un ouvrage d'agrément, auquel il y aurait moins d'honneur et plus de profit. Elle s'en occupa pendant 4 à 5 mois, au bout desquels elle m'apporta un petit roman historique, intitulé « Les 3 favorites ». Il y avait de la légèreté de style, de la finesse et de l'intérêt, mais, sans qu'elle s'en fût doutée, car elle était incapable d'aucune malice, il était parsemé d'une multitude de traits applicables à la maîtresse du souverain, la marquise de Pompadour, et je ne lui dissimulai pas que, quelque sacrifice qu'elle fît, soit en adoucissant, soit en supprimant ces endroits, il était presque impossible que son ouvrage parût sans la compromettre, et que le chagrin de gâter ce qui était bien là garantirait pas d'un autre. Elle sentit toute la justesse de mon observation et n'en fut que plus affligée. Le bon docteur prévenait tous ses besoins, mais elle usait de sa bienfaisance avec d'autant plus de réserve, qu'elle se sentait moins disposée à la sorte de reconnaissance qu'il en pouvait espérer. D'ailleurs, le docteur Seth n'était pas riche alors, et il n'était pas trop fait pour le devenir. De temps en temps, elle tirait son manuscrit de son portefeuille, et elle me disait tristement, « Eh bien, il n'y a donc pas moyen d'en rien faire, et il faut qu'il reste là. » Je lui donnai un conseil singulier, ce fut d'envoyer l'ouvrage tel qu'il était, sans adoucir, sans changer, à Madame de Pompadour même, avec un bout de lettre qu'il a mis au fait de cet envoi. Cette idée lui plut. Elle écrivit une lettre charmante de tout point, mais surtout par un ton de vérité auquel il était impossible de se refuser. 2 ou 3 mois s'écoulèrent sans qu'elle entendît parler de rien, et elle tenait la tentative pour infructueuse, lorsqu'une croix de Saint-Louis se présenta chez elle avec une réponse de la marquise. L'ouvrage y était loué comme il le méritait, on remerciait du sacrifice,
on convenait des applications, on n'en était point offensé, et l'on invitait l'auteur à venir à Versailles, où l'on trouverait une femme reconnaissante et disposée à rendre les services qui dépendraient d'elle. L'envoyé, en sortant de chez mademoiselle de la Chaux, laissa adroitement sur sa cheminée un rouleau de 50 louis. Nous la pressâmes, le docteur et moi, de profiter de la bienveillance de Madame de Pompadour, mais nous avions affaire à une fille dont la modestie et la timidité égalaient le mérite. Comment se présenter là avec ses haillons? Le docteur leva tout de suite cette difficulté. Après les habits, ce furent d'autres prétextes, et puis d'autres prétextes encore. Le voyage de Versailles fut différé de jour en jour, jusqu'à ce qu'il ne convenait presque plus de le faire. Il y avait déjà du temps que nous ne lui en parlions pas, lorsque le même émissaire revint, avec une seconde lettre remplie des reproches les plus obligeants et une autre gratification équivalente à la première et offerte avec le même ménagement. Cette action généreuse de Madame de Pompadour n'a point été connue. Jean ait parlé à Monsieur Colin, son homme de confiance et le distributeur de ses grâces secrètes. Il l'ignorait, et j'aime à me persuader que ce n'est pas la seule que sa tombe recèle. Ce fut ainsi que mademoiselle de la Chaux manqua 2 fois l'occasion de se tirer de la détresse. Depuis, elle transporta sa demeure sur les extrémités de la ville, et je la perdis tout à fait de vue. Ce que j'ai su du reste de sa vie, c'est qu'il n'a été qu'un tissu de chagrin, d'infirmité et de misère. Les portes de sa famille lui furent opiniâtrement fermées. Elle sollicita inutilement l'intercession de ces saints personnages qui l'avaient persécutée avec tant de zèle. Cela est dans la règle. Le docteur ne l'abandonna point. Elle mourut sur la paille, dans un grenier, tandis que le petit tigre de la rue Hyacinthe, le seul amant qu'elle ait eu, exerçait la médecine à Montpellier ou à Toulouse, et jouissait, dans la plus grande aisance, de la réputation méritée d'habile homme, et de la réputation usurpée d'honnête homme. Mais cela est encore à peu près dans la règle. S'il y a un bon et honnête tanier, c'est à une Rémère que la Providence l'envoie. S'il y a une bonne et honnête de la Chaux, elle deviendra le partage d'un Gardeuil 8, afin que tout soit fait pour le mieux. Mais on me dira peut-être que c'est aller trop vite que de prononcer définitivement sur le caractère d'un homme d'après une seule action, qu'une règle aussi sévère réduirait le nombre des gens de bien au point d'en laisser moins sur la terre que l'évangile du chrétien n'admet d'élu dans le ciel, qu'on peut être inconstant en amour, se piquer même de peu de religion avec les femmes, sans être dépourvu d'honneur et de probité, qu'on n'est le maître ni d'arrêter une passion qui s'allume, ni d'en prolonger une qui s'éteint, qu'il y a déjà assez d'hommes dans les maisons et les rues qui méritent à juste titre le nom de coquins, sans inventer des crimes imaginaires qui les multiplieraient à l'infini. On me demandera si je n'ai jamais ni trahi, ni trompé, ni délaissé aucune femme sans sujet. Si je voulais répondre à ces questions, ma réponse ne demeurerait pas sans réplique, et ce serait une dispute à ne finir qu'au jugement dernier. Mais mettez la main sur la conscience, et dites-moi, vous, monsieur l'apologiste des trompeurs et des infidèles, si vous prendriez le docteur de Toulouse pour votre ami. Vous hésitez? Tout est dit, et sur ce, je prie Dieu de tenir en sa sainte garde toute femme à qui il vous prendra fantaisie d'adresser votre hommage. Note du transcripteur, les mentions N et Br désignent les notes tirées respectivement des écrits et de l'édition de Naigeon et de l'édition de Bruyère. Les notes d'Acésa ne portent pas de marque particulière. 1. En 1749, Monsieur de Maurepas, encore ministre de la Marine, remit à Louis XV un mémoire dans lequel il développait les moyens d'ouvrir, par l'intérieur du Canada, un commerce avec les colonies anglaises. Ce projet fut adopté par la suite, et Maurepas le vit exécuter avant sa mort. Br. De ce mot seul suffirait pour ôter au lecteur toute confiance dans le récit qui va suivre, et cependant il est littéralement vrai.
Diderot n'ajoute rien ni aux événements, ni au caractère des personnages qu'il met en scène. La passion de Mademoiselle de la Chaux pour Gardeil, l'ingratitude monstrueuse de son amant, les détails de son entrevue avec lui, de leur conversation en présence de Diderot, qui l'avait accompagné chez cette bête féroce, le désespoir touchant de cette femme trahie, délaissée par celui à qui elle avait sacrifié son repos, sa fortune, sa réputation, sa santé, et jusqu'aux charmes même par lesquels elle l'avait séduit, tout cela est de la plus grande exactitude. Comme Diderot avait particulièrement connu les acteurs de ce drame, et que les faits dont il avait été témoin, ou que l'amitié lui avait confiés, étaient encore récents lorsqu'il résolut de les écrire, son imagination n'avait pas eu le temps de les altérer, en ajoutant ou en retranchant quelques circonstances pour produire un plus grand effet, et c'est encore ici un de ces cas assez rares dans l'histoire de sa vie, où il n'a dit que ce qu'il avait vu, et où il n'a vu que ce qui était. Aux particularités curieuses qu'il avait recueillies sur Mademoiselle de la Chaux, et qu'il a consignées dans cet écrit, je n'ajouterai qu'un fait, qu'il a omis par oubli et qui mérite d'être conservé, c'est que cette femme si tendre, si passionnée, si intéressante par son extrême sensibilité et par ses malheurs, si digne surtout d'un meilleur sort, avait eu aussi pour amis d'Alembert et l'abbé de Condillac. Elle était en état d'entendre et de juger les ouvrages de ces deux philosophes, elle avait même donné au dernier, dont elle avait lu l'essai sur l'origine des connaissances humaines, le conseil très sage de revenir sur ses premières pensées, et, pour me servir de son expression, de commencer par le commencement, c'est-à-dire de rejeter avec aube l'hypothèse absurde de la distinction des deux substances dans l'homme. J'ose dire que cette vue très philosophique, cette seule idée de Mademoiselle de la Chaux suppose plus d'étendue, de justesse et de profondeur dans l'esprit, que toute la métaphysique de Condillac, dans laquelle il y a en effet un vice radical et destructeur qui influe sur tout le système, et qui en rend les résultats plus ou moins vagues et incertains. On voit que Mademoiselle de la Chaux l'avait senti, et l'on regrette que Condillac, plus docile au conseil judicieux de cette femme éclairée et d'une pénétration peu commune, n'ait pas suivi la route qu'elle lui indiquait. Il n'aurait pas semé de tant d'erreurs celle qu'il s'est tracée, et sur laquelle on ne peut que s'égarer avec lui, comme cela arrive tous les jours à ceux qui le prennent pour guide. Voyez, sur ce philosophe, les réflexions préliminaires qui servent d'introduction à son article, dans l'Encyclopédie méthodique, Dictionnaire de la philosophie ancienne et moderne, T2, et ce que j'en ai dit encore dans mes mémoires historiques et philosophiques sur la vie et les ouvrages de Diderot. N. 3 Antoine de Ricoire, comte d'Hérouville, né à Paris en 1713, est auteur du traité des légions, qui porte le nom du maréchal de Saxe IV. Paris, 1757. Il a fourni des mémoires curieux au rédacteur de l'encyclopédie. On voulut le porter au ministère sous Louis XV, mais un mariage inégal l'en fit exclure. Il mourut en 1782. Br. 4 dans les 3 premières éditions seulement. L'ouvrage avait été imprimé d'abord sur une copie communiquée au maréchal, et trouvée dans ses papiers. 5 Montucla n'avait que 30 ans lorsqu'il publia son Histoire des mathématiques. Paris, 1758. Elle a été revue et achevée par Lalande. Paris, 1799 à 1802. Br. 6 voire T. 1er, p. 399. 7 Le Camus, Antoine, qui a laissé après lui d'autres souvenirs de bienfaisance, était né à Paris en 1722. On lui doit un grand nombre d'ouvrages de médecine et de littérature. Nous citerons seulement La médecine de l'esprit, Paris, 1753. Projet d'anéantir la petite vérole, 1767. Médecine pratique rendue plus simple, plus sûre et plus méthodique, 1769. Plusieurs mémoires sur différents sujets de médecine.
Abbé Descoeurs, ou l'art de conserver la beauté, 1754 à 1756. L'amour et l'amitié, comédie, 1763. Les amours pastorales de Daphnis et Chloé, traduite du grec de Longus, par Émillat, avec une double traduction, Paris, 1757. Cette nouvelle traduction de Le Camus mérite encore d'être lue après celle que vient de publier Monsieur Courrier à Sainte-Pélagie, où il était détenu pour un écrit sur l'acquisition du domaine de Chambord. Paris, 1821. Br. 8 Gardeil est mort le 19 avril 1808, à l'âge de 82 ans. On a de lui une traduction des œuvres médicales d'Hippocrate, sur le texte grec, d'après l'édition de Foès, Toulouse, 1801. Br. C'est à Montpellier qu'il exerçait. Astérisque 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 End of the Project Gutenberg ebook. Ceci n'est pas un compte astérisque 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 updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement.
There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge.
If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commerciale license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commerciale. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commerciale licence. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commerciale work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commerciale website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commerciale licence as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commerciale works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commerciale works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commerciale trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation.
You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S// does not agree to the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4
except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to UAS, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4.
Information Abou Donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation Project Gutenberg Symbol Marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donation, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donation. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général Information Abou Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale Electronic Works Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Symbol Marque Commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Ceci n'est pas un compte, note the full Project Gutenberg licence -312 -313 -314 -315 -316 -317 -318 -319 -320 -321 -322 -323 -325 -327 -328 -330 -331